La politique comme solution générale. Extrait de l'Illusion politique de Jacques Ellul, 1965. Un autre aspect encore de l'illusion politique réside dans la conviction ancrée au cœur de l'homme occidental moderne qu'en définitive tous les problèmes sont politiques et qu'ils sont susceptibles d'une solution par la politique qui d'ailleurs offre la seule voie praticable. Sans reprendre ce que nous avons déjà dit sur cette conviction de l'homme moderne, ni sur l'influence de la pensée léninienne, constatons par exemple que pour nous tous, quand un homme est mauvais, c'est la faute à la société. Toutes les études sur les criminels ou sur les blousons noirs ont pour but de démontrer que ce n'est pas eux, le coupable, le responsable, c'est le milieu, le corps social, les parents, le logement, le cinéma, les circonstances. Nous tous, nous sommes tous des assassins. En contrepartie, on est convaincu que si la société était ce qu'elle devrait être, il n'y aurait ni criminels ni blousons noirs. Et qui donc, pour l'homme moyen moderne, devrait réorganiser cette société pour qu'elle soit ce qu'elle devrait être? L'État, toujours l'État. Ainsi donc, tout le problème de moralité est rejeté, sans aucun a priori marxiste sur l'État. C'est une affaire politique. Affaire politique encore que celle des valeurs. Il faut réclamer la justice, la liberté, et même, par la science et l'information, la vérité. Mais quelle est donc l'attitude de l'homme moyen à cet égard? C'est assurément l'État qui peut et doit le faire. C'est l'État qui doit assurer la justice sociale. C'est lui qui doit garantir la vérité. Dans l'information, c'est lui qui doit protéger la liberté. Ce qui conduit à l'admirable raccourci de Tito, plus l'État est puissant, plus il y a de liberté. L'État créateur et protecteur des valeurs, c'est affaire de politique. Or, nous prétendons que dans tous ces domaines, nous sommes en présence de l'illusion la plus tragique de notre temps. Que la politique permette de résoudre des problèmes administratifs, des problèmes de gestion matérielle de la cité, des problèmes d'organisation économique, c'est certain, et ce n'est déjà pas mal. Mais elle ne permet absolument pas de répondre aux problèmes personnels de l'homme, celui du bien et du mal, du vrai et du juste, du sens de sa vie et de sa responsabilité devant la liberté. Bien entendu, nous savons aussi que tout cela n'a aucune importance, soit. Mais s'il en est ainsi, alors qu'on n'en parle pas, qu'on cesse de nous casser les oreilles avec ces histoires de torture, de saisie de journaux, de démocratie, car tout cela ne vaut que si le bien et le mal, le vrai et le juste, le sens de la vie et la responsabilité ont un sens personnel. Sans quoi, celui qui torture étant un on, et celui qui est torturé un autre on, il n'y a aucun sens perceptible à la moindre protestation, indignation, dénonciation ou glorification. Ceux qui débattent de la torture présupposent que tout cela a un sens personnel et non pas collectif. Mais ce n'est pas alors par la voie politique, par l'action politique et la transformation de l'État que l'on y apportera réponse et solution. En fait, et si l'on évite les explications mythologiques de style post-marxiste ou marxiste inconscient, l'enthousiasme avec lequel tout le monde s'est emparé de cette commode explication, qu'il s'agisse des intellectuels formés dans l'existentialisme, qu'il s'agisse du commerçant poujadiste ou du petit bourgeois radical, trahit une préoccupation commune, celle d'échapper à la responsabilité personnelle dans l'affaire. La conviction que les affrontements intérieurs de la personne, comme la réalisation extérieure des valeurs sont affaires collectives, sociales,
et trouveront leur solution dans l'aménagement politique, n'est que la face mystifiante de la démission personnelle de chacun devant sa propre vie. C'est parce que je suis incapable de réaliser le bien dans ma vie que je le projette sur l'État, qui doit le réaliser par procuration à ma place. C'est parce que je suis incapable de discerner la vérité que je réclame que l'administration la discerne pour moi, me dispense de cette quête pénible et me la remette toute produite. C'est parce que je ne puis accomplir moi-même la justice que j'attends d'une organisation juste que la justice soit, dans laquelle j'aurai seulement la peine de m'insérer. La démonstration parfaitement convaincante de Feuerbach à l'égard de Dieu doit aujourd'hui être exactement transposée au sujet de ce qui a pris la place de Dieu dans la conscience de l'homme moderne, à savoir l'État. Ce sont les mêmes motifs, c'est le même processus, c'est la même mystification qui conduisait l'homme dans la religion et à attendre de Dieu l'accomplissement de ce qu'il ne savait pas faire, et qui le conduisent aujourd'hui dans la politique à attendre de l'État ces mêmes choses. Mais dira-t-on, dans la politique, l'homme est décidé à agir par lui-même. Il s'engage, il se sacrifie, il assume lui-même son destin. On oublie trop que dans la religion aussi, l'homme n'était nullement passif. Il agissait beaucoup, se sacrifiait encore plus et s'engageait à fond. Et si l'on considère la politique actuelle, nous avons déjà vu combien peu d'hommes y assument vraiment son destin. En réalité, ce n'est pas de lui qu'il attend l'accomplissement, ni d'aucun homme, mais d'une puissance mystérieuse et supérieure, investie de qualités indéfinissables, comme la souveraineté. Une puissance qui, par une sorte de magie, transmue en efficacité, en bien et en absolu, les pauvres efforts du citoyen. Comme le moulin à prière déclenche les forces transcendantes, le bulletin de vote provoque la volonté souveraine. Il n'y a pas de relation raisonnable plus dans un cas que dans l'autre, car nous sommes tous d'accord que la volonté souveraine n'est pas une simple addition de volontés individuelles, c'est vraiment un phénomène religieux. L'engagement politique est alors comparable à la religion. Les deux termes comportent d'ailleurs la même tonalité de lier l'individu. Et c'est alors une véritable fuite devant soi-même, devant son propre destin, devant ses propres responsabilités. D'un côté, on se charge de responsabilités politiques, collectives, sociales, mais elles ne sont jamais que vicaires et secondes. Elles ne sont jamais qu'externes, même si l'individu s'y dissout totalement. Elles ne sont jamais qu'un divertissement qui peut être pris absolument au sérieux dans le behaviorisme, mais non autrement. D'un autre côté, on récuse, on cache, on fuit, en ce qui concerne l'affrontement avec soi-même, sa responsabilité dans l'immédiat, envers le voisin. Nous sommes devant une mystification identique, mais de sens inverse, à celle que le marxisme dénonçait, à juste titre, lorsqu'il disait que la vertu personnelle permet d'oublier sa responsabilité collective, ou que la charité permettait d'éviter la justice. Cette dénonciation était juste au XIXe siècle. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème. C'est la même opération qui s'effectue sous nos yeux, mais en sens inverse. Rejeter sur l'organisation de la société la solution de tous les problèmes personnels, la réalisation des valeurs, c'est réaliser une opération très commode d'absentéisme humain. Cette opération présente deux aspects. Tout d'abord, cela veut dire que personne n'est en définitive responsable de l'affaire. Personne n'est chargé ni de la justice, ni de la vérité, ni de la liberté. C'est affaire d'organisation, affaire collective. C'est on. Ces valeurs ne sont pas réalisées si les choses vont mal,
Cela veut dire que l'organisation est mauvaise, ou qu'il y a un saboteur, un titulaire du mal, qui empêche que je sois juste grâce à la justice objective de la société. On accusera dès lors cet ennemi, ou bien entendu le pouvoir, puisque c'est le pouvoir qui doit assurer l'organisation juste et l'élimination de l'ennemi corrupteur. Il fait ici une critique des gens qui critiquent le pouvoir, c'est qui fuient leurs responsabilités en critiquant le pouvoir ou un pouvoir occulte. Ce titulaire du mal dont il vient de parler. Je reprends la lecture. Cette fuite rigoureuse devant une responsabilité personnelle d'avoir à accomplir soi-même le bien ou le juste s'accompagne souvent chez les intellectuels et les chrétiens d'un vice corrélatif, celui de la responsabilité universelle. Je précise que Jacques Ellul les chrétiens, je ferme la parenthèse. Se persuader que je suis responsable de la torture en Algérie alors que je fais un cours à Bordeaux, que je suis responsable de la faim dans le monde ou des réactions racistes en diverses parties du monde, c'est exactement la même chose que la récusation de toute responsabilité. Car ce qui caractérise cette attitude, c'est l'impuissance au fait. Je n'y peux rien réellement, sinon signer des papiers, faire des déclarations, sinon prétendre agir par la voie politique et établir un ordre juste grâce à son abstraction. Nous tous sommes des assassins, cela se traduit en clair. Personne ne l'est individuellement, donc je ne le suis pas. Reconnaître que je suis solidaire de tout le mal qui se passe dans le monde, c'est grâce à une mauvaise conscience fictive, m'assurer la bonne conscience en ne faisant pas ce qui est à ma portée. Reconnaître que je suis un salaud parce que je vis dans le monde occidental qui exploite le tiers-monde, c'est m'éviter le moindre effort pour cesser personnellement d'être un salaud, ou au moindre prix possible en m'engageant dans un parti politique, en criant dans la rue. Je suis en outre assuré d'être du bon côté de ceux qui œuvrent pour que les Français cessent d'être des salauds. Les exigences de la religion étaient manifestement plus sévères, et ces proclamations de scrupules, de mauvaise conscience, de responsabilité partagée se résolvent très vite dans l'accusation du vilain d'en face, du communiste ou du fasciste. Et ce sont les mêmes qui, sans voir la contradiction, proclament les deux choses. Cette contradiction dévoile la mystification. La seconde mystification de la politisation des problèmes et valeurs, c'est la facilité que l'on accorde de renvoyer à demain ou après-demain la prise au sérieux de toute l'affaire. Parce que la justice est affaire de politique, parce qu'elle sera enfin réalisée dans une organisation nouvelle, attendez donc demain. Attendez donc cette organisation. Nous en sommes aujourd'hui au stade de la préparation, au stade des moyens. Nous suivons des cheminements tortueux. Mais soyez assurés que la direction est bonne. Nous accumulons les injustices, mais c'est en vue d'une plus grande justice. Nous détruisons les libertés, mais nous préparons la liberté. Nous te demandons aujourd'hui, dans l'immédiat, à toi, militant, de mentir, de tuer, d'emprisonner. Mais tu es lavé de ta faute par la réalisation grandiose que tu ne verras pas. Car nous avons besoin d'une, ou deux, ou trois générations sacrifiées. Mais sois tranquille, ton sacrifice n'aura pas été vain, ton injustice est couverte par la grande justice à venir. Nous sommes ici en présence de l'aspect individuel, moral, psychologique du problème éthique et général de la fin et des moyens. On voit bien, la facilité est admirable pour chacun d'éviter la question personnelle de sa propre conduite en la politisant. Puisque la solution est à venir, aujourd'hui, tout est permis. Monsieur de Jouvenel, de la politique pure, 1963, nous rappelle à juste titre que le mythe de la solution obscurcit notre compréhension de la politique et que peut la faciliter au contraire la reconnaissance que l'on ne parvient en ces matières qu'à des règlements précaires.
Un problème comporte des données précises, concordantes et connues, et de ce fait peut être résolu. Pour un problème arithmétique, il y a forcément une solution. Mais une situation politique n'est pas de cet ordre. Ce qui fait l'élément politique, c'est précisément que les termes dans lesquels il est posé n'autorisent aucune solution au sens exact du terme. Apparaît un vrai problème politique quand les données sont contradictoires, c'est-à-dire quand il est insoluble. Un problème politique peut seulement faire l'objet d'un règlement, mais non d'une solution. Il peut alors y avoir compromis, pourrissement, évolution, conciliation, méthode d'autorité, etc. Ce ne sont pas des solutions, mais de plus en plus, l'homme moderne exige des solutions. De plus en plus, les techniciens prétendent formuler des problèmes de la société comme des problèmes exacts et en des termes qui permettent une solution. Ce mythe croissant de la solution évacue progressivement de nos consciences le sens du relatif, c'est-à-dire de l'humilité du politique vrai. Enfin, retenons un dernier aspect. La politisation d'un problème réel existant permet d'échapper à sa réalité, à sa profondeur, à son aspect humain. Le processus de politisation d'une question contient une généralisation et une abstraction. Au niveau politique, ce que l'on dit et fait peut être juste tout en faisant rigoureusement abstraction de l'humain et des valeurs. Mais vouloir considérer cet humain et ses valeurs anéantit la possibilité de penser le problème politique. Il n'y avait aucun doute pour le Troisième Reich qu'il fallait régler le problème juif. Cela était aux yeux des chefs nazis un problème politique, et l'on pouvait donner l'ordre abstrait du massacre. Mais tous les historiens du Troisième Reich soulignent que Himmler s'évanouit lorsqu'il vit fusiller devant lui quelques dizaines de juifs. La question était redevenue brutalement humaine. Mais le processus consiste généralement à cacher cette question humaine. On peut célébrer le canal du Don. Cela permet de cacher qu'il a coûté 100 000 vies humaines pour le creuser. Ainsi, la politisation d'une question va beaucoup plus loin que la question de la fin et des moyens, ou de la tentative de justification. En réalité, la vue politique permet aujourd'hui d'échapper aux valeurs, d'oblitérer la réalité humaine des situations, qui d'ailleurs étant toujours particulières, sont sans intérêt. On cache le réel et le vrai sous le politique. On ferme le placard et l'on discourt à l'aise des plans et des révolutions. La considération politique permet alors de penser que l'on tient la solution générale, parce qu'elle permet d'évacuer d'un coup la réalité humaine et la recherche de la vérité.